Les Tribulations de Tintin au Congo présentent notamment une version inédite de l'histoire qu'on connaît ou qu'on croit connaître. En fait, on connaît deux choses. Enfin, les tintinophiles un peu pointus connaissent au moins la version noir et blanc, qui date de 1900, du début des années 30, et la version en couleur, qui est donc l'album qu'on connaît actuellement, qui est dans la collection, et qui, lui, date de 1945-46. Entre les deux, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est donc à partir de ce quelque chose que j'ai commencé à travailler. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit en 1940, donc la Belgique est occupée, Hergé revient d'Exode, le petit 20e n'existe plus, il cherche à placer Tintin quelque part, dans évidemment une presse qui est contrôlée par l'occupant, forcément. Ça ne sert à rien de mettre ça dans des journaux clandestins. Et donc, il arrive à trouver la possibilité de publier Tintin, les Tintins suivants, les nouveaux Tintins, dans le Soir, qu'on appelle le Soir volé, puisqu'il n'appartient plus à ses propriétaires légitimes, mais aussi, et ça c'est moins connu, dans deux journaux flamands. Donc Tintin dans Het Laatste Nieuws et Quick et Flupke dans Het Algemeen Nieuws. Donc deux journaux flamands. Qu'est-ce qui se passe dans Het Laatste Nieuws, puisque c'est ça qui nous intéresse? On demande à Hergé de republier la version noir et blanc. Forcément, c'est la seule qui existe à l'époque. La version noir et blanc de Tintin au Congo. Ce que Hergé va faire. Alors, ça vaut le coup d'examiner ce qui se passe, quels sont réellement les dessins qui paraissent dans ce journal, qui est assez peu répandu. Hein. Les collectionneurs se sont mis à sa recherche assez tardivement. Et il y en a peu qui possèdent la collection complète. Mais on peut le trouver, on peut le consulter en bibliothèque, des choses comme ça. Les planches sont les planches de Tintin au Congo version noir et blanc, du point de vue de la construction et du point de vue du dessin. Sauf que, de semaine en semaine, donc les planches paraissent par deux par deux, comme le petit 20e, mais en plus petit format dans le journal, puisque c'est la guerre, il y a pénurie de papier qui commence à se faire sentir. Au fil des semaines, Hergé modifie de temps en temps des petites choses. Il faut se rendre compte qu'on est en 1940, Tintin est né en 1929. Le dessin d'Hergé, sur 10-11 ans, il a évolué. Donc Tintin n'a plus le même visage, la même silhouette, la même dégaine. Et donc, quand il republie un dessin, enfin une page, 2 pages même, de dessin qui date de 1930, Hergé éprouve le besoin de fignoler. Par exemple, quand il a fait une main qui n'a pas de doigts, comme une espèce de gant, comme ça, là, il éprouve le besoin d'ajouter les doigts, enfin, parfois de corriger un petit... Mais c'est des petites choses. Ce sont des choses qui sont assez élémentaires. Il ne rentre pas dans des détails. Par exemple, dans Tintin au Congo, version noir et blanc, Tintin n'a pas de bouche. Il est évident qu'en 1940, il lui en met une qui peut... C'est peu de choses, c'est un simple trait, mais ça peut exprimer la parole, ça peut exprimer le sourire, ça peut exprimer une émotion. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais ce sont des détails. Et à un moment donné, Hergé se met à modifier tellement de choses qu'il se dit, mais je vais recommencer, je vais faire ça, je vais changer de méthode plutôt. Alors, on peut se demander, parce qu'il ne reste pas de traces de ce travail, on a le journal, comment procédait-il? J'ai eu l'occasion de mettre la main sur un document qui est une espèce de photocopie. Et on peut imaginer donc que c'était qu'Hergé travaillait sur des photocopies et qu'il corrigeait à l'encre de Chine, avec des retouches de gouache blanche parfois, son dessin à l'encre de Chine pour lui donner ces détails qui manquaient. Ça, c'était la première partie. Mais à partir du moment où il se met à changer beaucoup de choses, enfin plus de choses, il se dit qu'il serait peut-être plus pratique de prendre un papier calque, de mettre ce papier calque sur l'album noir et blanc et de faire un nouveau dessin, mais en gardant les dispositions des images et le contenu de chacune des images. Et c'est ce qu'il fait. Donc à partir d'un moment donné, il travaille sur calque. Et donc le dessin là devient tout d'un coup très différent. Parce que là, il a totale liberté. Il a le canevas en dessous du calque, qui est le dessin tel qu'il l'a imaginé et tel qu'il veut le garder d'ailleurs, sauf que
il fait un Tintin qui est plus moderne, qui est à la mesure de ce qu'il fait pour l'instant dans le Soir, c'est-à-dire le Tintin du Crabe aux Minces d'Or, donc qui est beaucoup plus élancé que le Tintin Pato de Tintin au pays des Soviets, Tintin au Congo noir et blanc, Tintin même en Amérique noir et blanc, et même les suivants. Donc il arrive à un dessin plus délié en travaillant sur calque. Et il va comme ça jusqu'au bout de l'histoire. Et on sait qu'en 1942, Hergé est contacté par Casterman qui souhaiterait qu'on fasse des albums de 62 pages au lieu de 120 et des, et que donc, à un moment donné, Tintin au Congo passe également à 62 pages. Alors Hergé prend les albums, on le sait, l'un après, enfin pas l'un après l'autre, mais dans l'ordre qui lui paraît le plus logique. Il les retraite, il les met au format de 62 pages, les uns en utilisant des collages, en découpant même ses planches originales et en collant, les autres en collant des copies et en complétant les dessins, etc., etc. Certains en les redessinant complètement d'ailleurs, le sceptre d'Ottokar par exemple. Tintin au Congo, il a les calques. Il a les calques. Et donc, au moment où il se décide à mettre au format 62 pages Tintin au Congo, il va partir de ses calques. Sauf que les calques sont bâtis à la manière du petit 20e, c'est-à-dire 3 strips de 2 images en moyenne, donc 6 images par page en moyenne, et que donc il a besoin, lui, de la nouvelle norme qui est de 3 images en moyenne sur 4 strips, donc le double. Autrement dit, il n'a pas d'autre choix que de découper ses calques et de les coller sur des nouvelles pages en mettant les choses bien en place et en complétant ce qu'il faut, etc., en fignolant la fabrication des planches. Et c'est ce qui explique que les planches originales de Tintin au Congo, version couleur, version classique, soient composées pour la majorité de calques, de morceaux de calque collés sur du papier à dessin. Il y a un détail alors, et tout ça est évidemment expliqué dans mon ouvrage, c'est qu'au moment où il a le matériel destiné à l'album 62 pages, Hergé se rend compte que le début de l'histoire, qui est composé donc de bromures, de copies, genre photocopie ou photographie, de planches où il y a quelques retouches, n'est plus à la mesure de la fin de l'album. Disons que les 2 derniers tiers de l'album sont impeccables du point de vue dessin, et que le premier tiers est un peu bâtard encore. Donc là, il se décide à redessiner nouvellement, en 1945-46, le début de l'histoire. Et ça, c'est un début qui est sur du calque et qui n'a pas été collé sur du papier de dessin, puisqu'il a été fait pour la nouvelle norme. Alors, on peut se demander pourquoi sur du calque et pas sur du papier à dessin. Eh bien, tout simplement parce que justement, Hergé avait besoin de l'aide de la disposition ancienne, c'est-à-dire de l'album, et on peut donc imaginer qu'il posait son papier calque sur l'album noir et blanc, et que c'est à partir de là qu'il faisait son nouveau dessin. Donc, il y a vraiment, je serais prêt à parier que le format des dessins correspond au format de l'album. Ce qui n'est pas le cas en général. En général, quand on voit un original de planche de bande dessinée, c'est beaucoup plus grand que le format de parution. Ici, ça mérite de se pencher dessus. Voilà. Il y a une chose qu'il faut dire par rapport à cet album qui s'appelle donc Les Tribulations de Tintin au Congo, c'est que si je suis parti sur ce processus créatif de la part d'Hergé, qui était donc de republier un épisode ancien et puis d'être entraîné à le modifier progressivement, et puis finalement quelques années après ça va lui servir à faire l'album en couleur. Donc ça montre que cet épisode tel qu'il est paru dans le Uitlaatse Nieuws est un chaînon manquant entre les deux. Je pensais au départ faire des commentaires là-dessus, donc des commentaires techniques, graphiques, et autres, mais en me limitant à cette période de 40-41 jusqu'à 46 peut-être, l'album couleur. Et puis je me suis dit, mais il n'y a jamais rien eu de complet sur Tintin au Congo, et nous touchons avec Tintin au Congo, nous touchons à la question du colonialisme, du rapport des Blancs avec les Noirs,
c'est un problème qui a été soulevé à plusieurs reprises, qui a été polémique, etc. Pourquoi ne pas prendre à bras le corps la relation entre Hergé et les Africains à travers l'ensemble de sa carrière. Et j'ai opté assez vite pour ça. Et c'est donc ce qui explique que toute la partie introduction est quand même très conséquente. Et puis il y a la publication de l'histoire avec ses commentaires, donc comme je l'ai fait dans d'autres albums, notamment dans les 2 albums La malédiction de Raskar Kapak, donc les commentaires à gauche et la planche à l'italienne à droite. Donc l'introduction est assez importante et ce qui suit est aussi important. Ce qui fait que c'est un album qui aura un bon nombre de pages. Alors, donc, je l'ai dit, je m'intéresse, j'essaye de communiquer ce qui était la vision d'Hergé pratiquement de 1920-25, quelque chose comme ça, dans ses premiers dessins, les premières fois qu'il a l'occasion d'illustrer un roi africain dans une illustration, par exemple, jusqu'aux derniers épisodes de sa vie où il y a eu un rapport avec l'Afrique, notamment quand il reçoit ici au studio Hergé un jeune dessinateur africain pour l'aider à se former, etc. Et voilà, donc c'est une longue évolution. Et mes commentaires, évidemment, ne peuvent pas passer sur les principaux sujets de polémique, à savoir, par exemple, le langage petit nègre qui a été reproché à Hergé, à savoir, par exemple, l'attitude de la Belgique un peu avant l'indépendance du Congo, qui était l'exposition 58, où il y avait un village nègre, comme on disait encore à l'époque, qui était dans le fond une espèce de zoo humain, une espèce de tradition qui venait de quelques siècles précédemment. Voilà. Et donc, mes commentaires sont, je vais dire, généralement, moi dans mes livres, j'essaie d'être le plus neutre possible, objectif, d'apporter des éléments. Mais là, je pense que le lecteur intelligent, et mes lecteurs sont intelligents, qui lira mes commentaires, devinera derrière que je prends position aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, on est maintenant à peu près à un moment où on va réinaugurer le musée de Tervuren, le musée de l'Afrique centrale, qui fut donc dans le temps, dans la glorieuse période de la colonie, le musée du Congo belge. Je pense que les mentalités ont évolué. Rares sont, je pense, les coloniaux, les anciens coloniaux aujourd'hui qui restent purs et durs et qui, eux, sans doute, voient le temps béni où ils gagnaient bien leur vie, où ils avaient une vie d'aventure, etc., en Afrique. Mais les autres, qu'ils aient été ou non au Congo, ils doivent se rendre compte que, dans le fond, il y a eu de tout là-bas, en Afrique. Il y a eu des gens qui ont été exploités et de manière sale, autoritaire, inhumaine, etc. Mais il y en a d'autres qui se sont rendus au Congo avec un idéal. Il y en a qui ont été construire des ponts, des routes, des chemins de fer. Il y en a qui ont été fonder une université, des choses pareilles. Et nous sommes les héritiers de ces gens-là, avec notre mentalité d'aujourd'hui qui a évolué. Et il faut savoir regarder les choses en face, je crois. Et je pense, enfin j'espère que à travers mes commentaires, je regarde les choses en face. Tintin au Congo, dans le fond, c'est un témoignage de son époque. Hergé a toujours été le témoin de son époque. Bien entendu, un témoin qui a lui-même évolué, qui était au début un peu naïf, un peu avec des idées préconçues, progressivement, assez rapidement d'ailleurs, plus rapidement qu'on ne le dit, Tintin va évoluer. L'époque de Tintin au Congo est évidemment ça vient très tôt dans le processus. Donc, Tintin ne se pose pas beaucoup de questions. Tintin est ce qu'Hergé en fait, c'est-à-dire qu'il ressemble dans le fond à Hergé lui-même, qui lui n'a pas encore beaucoup non plus ouvert ses fenêtres. Donc, il est le reflet de son époque. Et c'est l'époque où on envoie les Belges en Afrique avec, soi-disant, une belle mission civilisatrice, etc. Ceci dit, bien entendu, si on voit un certain nombre de Blancs dans Tintin au Congo, on voit aussi des Noirs. Et ces Noirs sont assez naïfs, parce que c'est la vision qu'on avait de l'époque. Il faut savoir le reconnaître.
Mais il ne faut pas non plus caricaturer. Je veux dire que quand, par exemple, un train a été renversé par la voiture de Tintin et que Milou, le petit chien blanc, est occupé à pousser pour redresser le train et qu'il s'adresse, lui ou Tintin, je ne sais plus, au noir en disant « Allez, tas de paresseux au travail », ça ne veut pas dire que le blanc, le chien blanc en l'occurrence, ou le blanc en général, est supérieur, est condescendant par rapport aux autres. Non, c'est de l'humour. C'est de l'humour, d'abord, rien que le fait d'avoir un chien qui veut redresser un train. Et puis, les Noirs sont là, ils sont les uns endimanchés, les autres vêtus normal à l'africaine. Tout ça, ça vient de documents. Hergé, bon, il n'a pas été en Afrique comme il n'a pas été en Moldavie ou ailleurs, ou en Amérique ou ailleurs. Il n'a pas été comme Tintin. Mais il se documentait déjà. Évidemment, avec une documentation qui valait ce qu'elle valait, mais qui lui permet quand même de donner une illusion de l'Afrique. Ceci dit, je voudrais quand même faire remarquer que si c'est un blanc qui vend à Hergé, qui vend à Hergé un véhicule pour traverser le Congo, Tintin se fait accompagner d'un boy selon la fameuse tradition. Alors le boy, c'est quoi? Le boy, évidemment, c'est un serviteur que tous les coloniaux ont connu, ou à peu près, qu'on exploite assez facilement parce qu'il n'est pas non plus sans doute très exigeant, qu'on estime paresseux, alors que probablement on lui demande beaucoup de travail et de prestations, mais c'est quelqu'un qui est soumis au pouvoir du blanc. Chez Tintin, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui l'accompagne, je parle de Coco, le jeune noir, qui l'accompagne, mais Tintin partage son repas avec Coco, ce qui n'était sans doute pas le cas de la plupart des coloniaux. Voilà. Et puis Coco disparaît d'ailleurs, hein, il a un rôle assez épisodique, il disparaît, on ne parle plus de lui, ni d'ailleurs de la fameuse Ford T de Tintin au Congo. Bon voilà, donc il y a une vision colonialiste bien sûr, un reflet de la mentalité de l'époque qu'on peut critiquer, et que je critique, bien sûr, surtout à partir du moment où la période nous amène près de la décolonisation, où il y a encore des relents qui commencent à être un peu nauséabonds, de relents de colonialisme. Puis après, bon, les choses se stabilisent, mais il y a encore des événements à raconter, il y a encore des choses qui se passent dans le rapport entre Hergé et les Africains dans son œuvre. Alors, je voudrais faire remarquer une chose, c'est que cet album est un album à l'italienne dans un étui pour pouvoir le mettre verticalement dans une bibliothèque, ce qui correspond à ce que nous avions fait avec les 2 tomes de La Malédiction d'Oscar Capac. Alors, est-ce que c'est une collection? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Je dirais tout de suite que je me sens capable et j'ai envie, enfin le goût est là, et j'ai les éléments pour faire un album de cette allure-là sur chacun des épisodes de Tintin. Je pourrais le faire si, bien entendu, Dieu me prête encore vie un certain temps, et si, du côté de l'éditeur, ou des 2 éditeurs, puisque j'ai une coédition, il y a un intérêt pour ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fallait faire ici. Je ne vais pas trop reparler de La Malédiction d'Oscar Capac, mais les 2 tomes publiaient une version d'origine pour laquelle le format à l'italienne s'imposait. La première parce que Hergé avait dessiné 3 strips du soir en même temps et ça donnait une planche à l'italienne. Le 2e tome, Le Temple du Soleil, parce que la double page centrale du journal Tintin, qui est la version d'origine du Temple du Soleil, était à l'italienne aussi, donc le format s'imposait. Ici, les 2 pages publiées dans Utlaufstenius chaque semaine, chaque jeudi, fournissent aussi un format à l'italienne si on le met côte à côte. Si on l'avait fait autrement, ça aurait multiplié le nombre de pages à 11, puisque le nombre de pages publiées dans Utlaufstenius correspond au nombre de pages de l'album Noir et Blanc, c'est-à-dire plus de 100, je n'ai plus le chiffre en tête, mais 118 ou un truc comme ça. Donc le format à l'italienne se prête bien à
cet album. Et puis je trouve que cette formule d'avoir à droite la bande dessinée, à gauche les commentaires, est assez souple, n'est pas envahissante et permet de développer bien les sujets. Donc voilà, si l'éditeur s'intéresse à ça, je suis tout prêt à travailler sur Tintin en Amérique. D'ailleurs, Atlas Films a publié Tintin en Amérique après Tintin au Congo, à l'époque encore où Hergé n'avait pas encore entamé les mises au format en 62 pages, donc il y a des choses à dire aussi. Puis il y a eu quelques épisodes un peu amusants, où tout d'un coup on voit deux planches qui sont dessinées visiblement par quelqu'un d'autre, et on peut se demander pourquoi, et puis quand on voit la biographie d'Hergé, on comprend pourquoi. Il y a eu une urgence probablement, Hergé était malade, et puis non, mais il a rétabli ça parce qu'il les avait en fait dessinées. On voit ça en archives, quand on fouille les archives, les deux planches étaient dessinées, elles étaient prêtes, mais elles n'étaient pas au journal, donc quelqu'un s'est permis de refaire un travail apocryphe. Voilà. Mais ce n'est pas notre propos, ça. Tintin en Amérique, on en reparlera peut-être plus tard. Oui.